Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de travail émotionnel, notion qu'on doit à Oshad, et de relations de service, action sociale composée d'interactions, étudiée par Erving Goffman, sociologue de la seconde école de Chicago. Et donc, nous allons aborder tout cela en vous proposant le résumé d'un article de recherche écrit par Diane Desprats, une socialisation au travail émotionnel dans le métier de coiffeur. Et donc, la sociologue va commencer par une introduction qui nous dit que le métier de coiffeur ne se limite pas à la coupe de cheveux. En effet, il doit aussi faire ressortir la personnalité de l'individu, que celle-ci soit une personnalité rêvée par le client ou que cette personnalité soit réelle. On cherche donc le moi intérieur du client. Et donc, la sociologue nous dit que chez le coiffeur, l'individu, une fois les cheveux lavés et défaits, est exposé au regard des autres. Par autres, nous entendons les clients et les passants de la rue quand la vitrine est transparente. Et donc, quand le client est exposé, finalement, il est exposé sous son jour le moins avantageux avec les cheveux lavés et défaits. Le coiffeur va alors avoir comme mission de faire oublier cette exposition à ses clients. Et comment ce coiffeur va-t-il réaliser cela ? Eh bien, pour réaliser cette tâche, le coiffeur agrémente son service de petits plus, de façon à ce que le client se sente presque dans un cadre privé, presque comme chez lui. Et par ces petits plus, on entend différents éléments, comme se souvenir du nom des clients réguliers, savoir si le client a envie de faire la conversation ou non. Autre petite attention, le fait de sourire, de se souvenir de la conversation qu'on a eue avec le client pendant le mois précédent. Ou encore, ces petites attentions peuvent être de l'ordre de l'ambiance, c'est-à-dire le choix de la musique ou de la disposition des plantes. Donc tout cela est fait pour faire oublier au client son exposition sous un jour moins avantageux et pour lui donner cette sensation d'être presque comme chez lui. Et ce qui va interroger la sociologue Diane Desprats, ce sont les conditions qui permettent aux coiffeurs et aux clients d'entretenir des relations sans heurts, donc éviter que les clients fassent exit, c'est-à-dire s'en aillent pour choisir un autre coiffeur. Pour Diane, le coiffeur réalise un travail émotionnel, c'est son hypothèse. Le travail émotionnel, c'est donc un acte par lequel on essaie de changer le degré ou la qualité d'une émotion ou d'un sentiment. Et pour vérifier cette hypothèse, Diane Desprats va utiliser les méthodes que l'on doit notamment à l'école de Chicago et aux anthropologues. Donc, elle va utiliser l'observation dans des centres de formation pour apprentis, dans 5 salons, que ces salons appartiennent à des chaînes ou à des coiffeurs indépendants. Ces salons se situent à Paris et en banlieue parisienne. De plus, la sociologue va réaliser des entretiens semi-directifs avec des professionnels et avec des apprentis. Donc, pour réaliser son travail, la sociologue a d'abord travaillé sur un premier point, le travail émotionnel dans la profession. Et donc, elle relève un premier point, la dimension civile de la relation de service. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la relation de service ? Eh bien, Diane Desprats va s'appuyer sur la définition donnée par Erving Goffman, définition qui se compose de 3 éléments. La relation de service se décompose en 3 dimensions, la dimension technique, la dimension contractuelle et la dimension civile. Par dimension civile, nous entendons donc les marques de politesse ou les marques de respect. Et à partir de cette définition, on peut donc voir que la relation de service nécessite un réel travail de la part du professionnel, donc ici le coiffeur, qui doit détenir des savoirs pour que la relation avec le client puisse être maintenue. En somme, le coiffeur doit faire en sorte que le client passe un moment agréable sans que ce dernier ne puisse s'ennuyer. On parle d'un travail discret et intangible. Le travail émotionnel est discret et intangible. Ce travail, donc, il induit des qualités multiples. Être agréable, être souriant, disponible, prévenant. Et ces qualités, elles ne sont pas innées. Ainsi, les managers, au cours des réunions et des entretiens professionnels, prescrivent ces dernières aux professionnels de la coiffure.
Il y a même d'ailleurs des stages sur l'art de la relation de service stages qui sont proposés aux salariés. Donc au final, les coiffeurs peuvent être apparentés, pour la sociologue, elle nous dit, au travail des domestiques de maison. Pourquoi elle dit cela? Eh bien parce que les coiffeurs doivent donc être prévenants avec le client, tout comme le domestique devait l'être avec son maître. Et elle nous souligne le fait que cela rappelle l'origine du métier de coiffeuse. En effet, durant la Rome antique, les ornatrices devaient coiffer les romaines ainsi que les maquiller et les épiler. Les maîtresses romaines, elles avaient tout pouvoir sur les ornatrices. Et si nous rappelons ceci, c'est pour souligner qu'il existe un rapport social de service. Le service, proposé donc par les coiffeurs, et structure la relation entre l'émetteur du service, le coiffeur, et celui qui le reçoit. Il y a donc un enjeu de pouvoir entre le coiffeur et les clients. Et l'auteur conclut cette partie ainsi en disant, je cite, que le travail relationnel orienté vers la satisfaction du client vise à assurer le bon déroulement du service, de l'accueil jusqu'à l'encaissement, et tient une place essentielle dans la prestation de service au même titre que la dimension technique ou contractuelle. Voilà comment on conclut cette première partie sur le travail émotionnel. Ensuite, la sociologue s'attarde sur l'éventuelle possibilité qu'il y ait une rupture du cadre. En effet, les coiffeurs et les clients ont des attentes qui forment un cadre, attentes qui s'orientent donc les uns envers les autres. Le client souhaite qu'on l'invite à chaque étape, qu'on l'invite au shampoing, à aller au banc de coiffage, qu'on le traite avec attention. Et le coiffeur, de son côté, attend que le client sache ce qu'il attend du service, ce qu'il veut. Ainsi, chacun a un rôle, et si une des parties ne remplit pas le contrat, alors la relation peut être rompue entre le client et le coiffeur. Il y a rupture du cadre. L'auteur donne par exemple le cas d'une enquêtée, ancienne patronne d'un salon qui a perdu son sang-froid et a dit en fait à une de ses clientes d'aller chez un autre coiffeur. La cliente avait une attitude méprisante et critiquait le travail des professionnels du salon de l'enquêtée. Cependant, la patronne, pour que le cadre ne se rompe pas, aurait dû finalement garder son calme pour garder la cliente et calmer cette dernière. Or, ce n'est pas ce qu'elle a fait, elle s'est agacée et l'a envoyé promener. On en conclut donc que lorsque le travail émotionnel fait défaut, comme le dit l'auteur, il révèle toute sa nécessité dans l'accomplissement du service. Donc, le travail émotionnel est finalement un impératif pour que le service puisse se faire, pour que la relation de service puisse se réaliser sans heurts. Ensuite, suite à ce point sur la possibilité d'une rupture du cadre, l'auteur a travaillé sur les émotions qui sont nécessaires pour restaurer le cadre d'interaction, donc restaurer la relation entre le client et le coiffeur. Elle commence par souligner qu'il est rare que le cadre ait l'occasion de se rompre, comme on l'a expliqué précédemment. Ce cadre, il a rarement donc l'occasion de se rompre, puisque les professionnels réalisent un travail émotionnel pour permettre la réalisation du travail relationnel. Donc le travail émotionnel s'effectue à travers des gestes, des paroles, des expressions de visage. L'auteur relate une des observations. Une cliente qui avait une serviette sur la tête paraissait énervée. Un employé commence le travail de séchage, mais finalement c'est le patron qui vient pour reprendre le travail en cours. Le patron se met à sourire à la cliente et la cliente finit par lâcher ce qui l'agaçait. Et elle termine par lui dire que finalement le samedi il y a beaucoup de trop de monde et que cela nuit au service. Pendant ce temps, le patron, pour montrer qu'il écoute et qu'il prend au sérieux les propos tenus par sa cliente,
a cessé de regarder sa cliente avec sourire, a pris un air sérieux pour se concentrer sur sa tâche et montrer donc qu'il prend la situation au sérieux. Puis, un peu plus tard, il s'est remis à lui parler en s'excusant des couacs et en expliquant que ses problèmes avaient été dus au fait qu'il y avait eu des problèmes qui avaient obligé donc tous les coiffeurs à décaler l'ensemble des rendez-vous, d'où les couacs qui sont apparus ce jour-là. Et donc, le patron s'est excusé avec un grand sourire. Puis, il s'est à nouveau remis avec sérieux à réaliser donc son travail. Donc, à se concentrer finalement sur l'acte technique. Ici, le patron a réussi donc à modifier le degré d'émotion de sa cliente en la calmant afin de pouvoir maintenir une bonne relation et ne pas perdre sa cliente, donc réussir à faire en sorte que la cliente ne fasse pas exit. Le travail émotionnel nécessite donc plusieurs éléments, comme nous venons de le montrer à travers cet exemple. Il nécessite, comme le soulignait Hochschild, de travailler sur ses propres émotions, donc c'est un travail sur soi. Il faut supprimer des émotions, par exemple son agacement ou son dégoût, et créer des émotions, le calme, le sérieux. Tout cela à travers nos expressions, nos gestes, et tout ce qui peut concourir donc à donner de l'émotion. Par exemple, si un client est sale, on doit donc supprimer une émotion, le dégoût, et on doit créer une émotion, la bienveillance, par exemple à travers un sourire, et la proposition de réaliser un shampoing afin que le service puisse se réaliser. Ce travail émotionnel n'est pas inné, nous souligne la sociologue, mais social et genré. Et c'est bien le point suivant qu'elle abordera, puisqu'elle va s'intéresser à comment s'apprend ce travail. Juste avant de passer à cette seconde partie sur comment s'apprend ce travail, j'ai pensé qu'on pouvait peut-être se faire une petite réflexion ou la partager, à voir ce que vous en pensez. Moi, je me suis dit que finalement, ce travail émotionnel, avec l'apparition de certains salons sans rendez-vous, notamment, je pense au salon cheap, eh bien, on peut se faire l'hypothèse que finalement, dans ces salons, si on paie un service moins cher, c'est finalement parce que il y a l'abandon finalement de ce travail émotionnel, puisque dans ces salons, c'est finalement la rapidité, donc la technique, qui prime. Donc voilà ma petite hypothèse. Si vous avez des commentaires à faire sur cela, ça serait intéressant. Et donc, on passe au point suivant, une socialisation au travail émotionnel quand le milieu professionnel dicte les émotions à afficher. Donc, dans cette seconde grande partie, l'auteur, Diane Desprats, commence par nous dire qu'il y a un apprentissage au sein des salons de coiffure. Oui, en effet, les patrons, les formateurs et les techniciens donnent des injonctions aux apprentis. Par exemple, ils disent souvent à leurs apprentis de sourire. Et sourire, c'est l'une des injonctions les plus fréquentes. En faisant cela, les professionnels apprennent aux apprentis à supprimer leurs émotions, on leur apprend à ne pas se laisser envahir par leurs émotions. On veut des professionnels. Sourire, ça doit devenir un automatisme, car il faut paraître dévoué pour le client. Pour cela, les professionnels montrent l'exemple aux élèves afin qu'ils deviennent le groupe de référence de ces derniers. Groupe de référence, notion qu'on doit au sociologue Hughes. Donc c'est un groupe de référence, c'est un groupe auquel on souhaite appartenir en adoptant les normes et les valeurs de ce groupe. Et donc, les apprentis doivent avoir envie d'apprendre ces normes et ces valeurs de leur formateur finalement pour devenir de bons coiffeurs. Il faut souligner que ce travail est plus facile pour les élèves dont les parents ont une profession dans le secteur tertiaire. Par exemple, l'auteur note qu'Eva, fille de restaurateur, aide ses parents au service, depuis qu'elle est toute petite. Et finalement, si elle a appris à sourire plus facilement que ses camarades, c'est parce qu'elle en a eu l'injonction depuis de nombreuses années. Elle a été socialisée à ça, elle a vu ses parents sourire, donc elle s'est mise finalement à imiter ses parents pendant le service et donc à sourire, et ses parents lui ont aussi donné l'injonction de sourire.
Donc finalement, elle est habituée à cet impératif dans les métiers où il y a une relation de service. Et l'auteur, pour conclure sur ce point, reprend les termes du sociologue Gilles Moreau, je cite, « L'apprentissage offre aux enfants d'artisans, de commerçants et de chefs d'entreprise ce que l'école garantit aux enfants d'enseignants, une proximité d'habitus qui favorise leur intégration et leur réussite. » Et donc l'auteur conclut en disant que les autres apprentis, finalement, issus d'autres milieux, ont plus de difficultés à masquer leurs émotions, à supprimer leurs émotions pour en créer de nouvelles, dans un cadre professionnel. Ensuite, la sociologue a travaillé sur un avant-dernier point, plutôt, le travail émotionnel comme travail collectif. La patronne et le patron jouent un rôle essentiel dans les salons. Il va prescrire les bons comportements. Aussi, pendant les pauses ou quand il y a une période creuse, alors les coiffeurs les plus expérimentés peuvent transmettre les combines qui les aident. Par exemple, la sociologue a observé qu'un ancien d'un salon a expliqué à son apprenti que lorsque sa cliente était de mauvaise humeur, alors finalement ce dernier se mettait à parler à la cliente d'à côté pour inviter sa propre cliente à parler d'elle ou parler du sujet qui a été mis sur la table, si on peut dire, avec l'autre cliente. Et donc, il va permettre à sa cliente finalement d'être de meilleure humeur. Autre cas, dans le cadre donc des salons de coiffure, entre un client et un coiffeur, où il a fallu que le patron fasse en sorte qu'il n'y ait pas rupture de relation. Et dans ce cas, on va également pouvoir observer donc un travail collectif du travail émotionnel. L'ensemble des coiffeurs, dans ce cas, vont se réunir pour identifier le problème qui a pu se passer entre le client et le coiffeur pour le qualifier, de manière surtout en fait à déresponsabiliser le coiffeur pour que le salon puisse continuer de fonctionner. Et donc pendant ce temps, le patron a tenté finalement d'aller régler le problème avec le client pour que la relation avec ce dernier ne soit pas définitivement cassée. Par exemple, dans ce salon, donc entre une mère et sa fille, il y a une mère et sa fille qui se plaignaient de l'employé et menaçaient de porter plainte. Les coiffeurs se sont alors réunis et en ont déduit que le problème n'était pas finalement technique, puisque le travail semblait avoir été bien réalisé pour l'ensemble des coiffeurs, mais était surtout, selon eux, psychologique. Ainsi, on a déresponsabilisé donc l'employé de coiffure, et pendant ce temps, le patron a eu le temps d'aller calmer sa cliente et sa fille et proposer une coupe gratuite en reconnaissant une éventuelle erreur ou une éventuelle faute. Ainsi, les différentes formes d'entraide entre le coiffeur et le patron, c'est les employés et le patron, ont fait qu'ils ont réussi à maintenir la relation entre les clientes et le salon, et qu'en même temps, on a réussi à faire en sorte que le service de coiffure puisse continuer grâce à un système d'entraide entre tous les coiffeurs. Ensuite, dernier point, le fait que le travail émotionnel soit finalement genré, que le travail émotionnel est un genre. Donc, la coiffure, c'est un milieu très féminin. 87% des coiffeurs sont des femmes. 81% parmi les patrons, on retrouve 81% de femmes. Et le travail émotionnel sera différent selon le genre, donc le sexe social, des coiffeurs. En effet, Diane Desprats nous dit qu'on attend des filles d'être souriantes, bienveillantes et compatissantes. Pour les hommes, on attend plus de froideur, plus d'indifférence, moins d'engagement affectif. Les coiffeurs hommes doivent être polis et fermes, surtout en cas de problème. Et d'ailleurs, l'auteur nous relate un fait, c'est que lorsqu'il y a un problème au sein du salon de coiffure entre un client, une cliente et une coiffeuse, finalement, les coiffeuses, quand elles ne trouvent pas d'issue, vont faire appel à un coiffeur masculin, de manière à rétablir le calme et apaiser la relation. On observe donc, pour conclure, qu'il y a une division sexuelle du travail émotionnel.
Et c'est sur cela que non pas du tout, que la sociologue conclut. Elle dit donc qu'il y a des attentes différentes en fonction du genre et qu'à chaque sexe son lot d'exigences émotionnelles. Voilà comment se termine cet article sur le travail émotionnel et la relation de service. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à une prochaine.